Chloé est une jeune cuisinière bien dans son époque. Elle a créé son blog de recettes, c'est une adepte du fooding, ce mélange des cuisines du monde. Aujourd'hui, elle donne un cours dans un magasin à la mode au cœur de Paris. En sous-sol, au milieu du bar à eau de la boutique, Chloé dévoile la recette du mois. Bienvenue à toutes à cette couclette spéciale fille. Le cupcake. C'est un gâteau individuel, sucré, typiquement américain. Il est proposé à ces jeunes amatrices de cuisine nouvelle dans une version allégée, salée et avec une touche très méditerranéenne. Moi, j'ai eu comme ambition de faire du cupcake assez sain. J'en ai un salé qui est à base d'huile d'olive. L'idée, c'était de rendre le cupcake, qui est le produit le plus malsain et le plus junk food par excellence aux États-Unis, et de jamais mettre de crème au beurre, d'alléger les recettes, enfin voilà. On va mettre des tomates confites. Une fois par mois, ces jeunes femmes viennent chercher ici les tendances du moment. Ce soir, le cours est parrainé par une marque d'huile d'olive haut de gamme. Et alors là, on va mettre l'huile d'olive. Donc, on a choisi une huile d'olive au basilic. Comme ça, elle est déjà aromatisée. Et on peut très bien prendre de l'huile d'olive classique, ajouter du basilic frais. La base est assez simple. 6 cuillères d'huile d'olive qui remplace le beurre, 8 œufs, 25 centilitres de lait, 500 g de farine. Oh, je vais en mettre un petit peu plus parce que c'est bien d'être un peu gras dans la vie. Voilà. Comme le disait le grand sage Obélix, quand l'appétit va, tout va. Mariée, cuisine nouvelle vague et produit de tradition, Chloé adore. Surtout si, au passage, elle peut se faire du bien. On est dans un espèce de retour du sain en ce moment. On sait très bien que l'huile d'olive, c'est une huile qui n'élève pas le cholestérol, qui est quand même assez saine, enfin voilà. Utilisée à froid, elle est très bonne pour la santé. Utilisée à chaud, c'est une merveille dans les plats, enfin donc... On remplit nos caissettes à peu près aux 3/4, parce que ça va gonfler. C'est à 160 degrés, 20 minutes. À 160, ouais. 20 minutes plus tard, les gâteaux sont cuits. La démonstration est faite. L'huile d'olive n'est pas seulement destinée à la ratatouille. Ce produit n'a plus forcément l'accent du midi. J'ai grandi à l'huile d'olive, alors tout est huile d'olive partout. Donc même, voilà, c'est... Et là, le goût, je sais pas, là, c'est au basilic, c'est sublime, quoi, avec la tomate confite, c'est à tomber. Les cuisinières en herbe ont pris des notes et des photos. La recette du gâteau de Chloé sera sur le web le soir même. L'huile d'olive est définitivement sortie des cuisines de grand-mère. Depuis la mode des régimes méditerranéens, l'huile d'olive bénéficie d'une image de produit bon pour la santé, meilleur en tout cas que le beurre. Un argument qui a largement dopé les ventes. Le produit évoque aussi les traditions, l'authenticité. L'huile d'olive est à la mode. La consommation a doublé au cours des 10 dernières années. Avec 100 000 tonnes par an, la France est maintenant l'un des gros pays consommateurs d'huile d'olive. Et depuis quelques années, dans le Midi, la production redémarre. Mais elle reste largement insuffisante. L'essentiel de ce que nous consommons est donc importé. Mais la provenance du produit n'est pas souvent clairement affichée. Quelle que soit l'origine, jouer sur l'image de la Provence est bien plus vendeur. Il y a donc bien une ruée vers l'or vert, avec souvent des pratiques marketing un peu limites, avec parfois aussi de vraies arnaques. Dans l'esprit du consommateur français, l'huile d'olive, c'est la Provence. Une région où l'on redécouvre l'oléiculture. La tradition et le savoir-faire s'étaient un peu perdus. Aujourd'hui, certains se mettent à l'huile d'olive comme on entre en religion. On a du coup, il fait beau. Hein. Patrick Ox est alsacien. Il ne connaissait rien à la région ni au milieu quand il est tombé amoureux fou de l'olivier. C'est bon. Je vais peut-être mettre un chapeau avec le soleil, non, tu crois pas? Depuis 10 ans, allez, on attaque le vieux père, là. Avec sa femme, nouveau gardien des traditions de l'huile en Provence, ils exploitent 12 hectares à Beaumont-de-Pertuis, dans le Vaucluse. Aujourd'hui, Patrick et Chantal commencent la taille de printemps de leurs 1700 arbres. Tu vois, on a encore des choses là qui rentrent à l'intérieur, là, regarde, là. Là. Tu vois, là, ça, il faut qu'on enlève.
Allez, on est d'accord? Voilà. Allez, alors attends de l'extérieur, qu'est-ce qu'il raconte? Tu vois, le rideau est correctement formé, c'est-à-dire qu'il vient bien vers l'extérieur. Mais je propose qu'on le descende un peu là, parce qu'il a vraiment, à cet endroit-là, il monte très haut et on aura du mal à accueillir. On aura du mal à accueillir. Voilà. Pour ces passionnés, chaque taille est unique. Elle est fonction de l'arbre, de son histoire. Patrick s'occupe de ses oliviers un peu comme on élève un enfant. Attention. Si vous voulez, un olivier, qui est un arbre un peu fougueux, il faut l'aider à ce qu'il aille dans la direction qu'il souhaite pour qu'il puisse à la fois faire son bois et faire son fruit. Donc en d'autres termes, on anticipe pour lui et avec lui pour qu'il soit au mieux de sa forme. Patrick et Chantal ont quitté la ville et le stress pour une passion nouvelle, l'olivier. Arbre emblématique avec ses légendes et ses traditions, il est devenu pour eux presque une philosophie. Quand on a taillé un arbre, c'est comme si on avait éduqué un enfant ou participé à son éducation. Et c'est assez extraordinaire de voir finalement le résultat qu'avec nos mains et notre cœur, notre modeste savoir-faire et nos sensibilités, on arrive à faire. Pour aller jusqu'au bout de sa passion, Patrick Ox a fait construire son propre moulin. Ici, comme le veulent les traditions, on écrase les olives avec 2 meules en pierre de granit du Mont Blanc. Elle tourne à 11 tours minute, pas plus, pour ne pas chauffer le fruit et lui conserver toutes ses qualités. Le moteur qui remplace l'homme qui par le passé poussait les pierres ou l'animal qui tractait lui aussi de façon à ce que le pierre avance, eh bien, a été développé spécifiquement pour nous par une usine alsacienne qui a accepté de tourner avec un moteur à la vitesse d'un âne, puisque notre meule tourne à la vitesse d'un âne. Au moulin des terroirs de Saint-Laurent, tradition et qualité ont un prix. 30 € en moyenne, la bouteille d'un demi-litre. L'huile d'olive française est chère à produire. Du coup, certains jouent carrément la carte du luxe. Au château Estoublon, on vise aussi le produit d'exception. Et ici, on fait même rimer authentique avec chic. Rémi Reboul a repris ce grand domaine à Fonvielle, dans les Bouches-du-Rhône, avec sa femme. Valérie Schneider est l'héritière des montres Breitling. C'est elle qui gère la boutique du château et la mise en valeur du produit. La clientèle est souvent étrangère et plutôt aisée. Pour la séduire, Valérie conçoit un packaging à la hauteur d'un produit noble, à l'image de cette bouteille grand luxe. Un jour, j'ai eu une demande un peu spéciale d'un client qui m'a dit « Écoutez, il me faut un produit assez exceptionnel pour une campagne de pub sur le haut de gamme dans l'huile d'olive, la déco, enfin quelque chose de très précieux. » Et je lui ai fait cette bouteille carrée en 1 jour et demi. Je me suis mis devant l'ordinateur et j'ai réussi à sortir cette bouteille, mais vraiment pensant pas du tout faire un tabac comme on a fait aujourd'hui. 35 000 exemplaires écoulés, un joli coup. La bouteille est originale pour de l'huile d'olive. En fait, elle s'inspire du flacon du célèbre numéro 5 de Chanel. C'est vraiment un produit, les gens achètent ça pour en fait, c'est devenu un produit cadeau. Les gens achètent de l'huile d'olive comme un cadeau, comme des fleurs, comme une bouteille de vin. Je vois le nombre de personnes qui me disent « Attends, moi j'en reçois à chaque fois que je reçois du monde, je reçois une bouteille d'huile carrée. » Donc c'est devenu un cadeau. 2 tiers Provence, 1 tiers bling bling, le cocktail séduit. Mais ces efforts de packaging ont un impact sur le prix de vente. Le litre d'huile d'olive s'affiche ici entre 30 et 150 €. À ce prix, forcément, l'huile du domaine Estoublon fait l'objet de soins attentifs, comme ceux que l'on apporte aux produits d'exception. Ici, malgré la taille importante du domaine, 70 hectares, pas d'engrais chimiques. Les arbres ne reçoivent rien d'autre que leurs propres branches broyées finement. Saison après saison, Rémi Reboul travaille à améliorer son produit, encore et toujours.
On est arrivé en 99 et on a découvert une grande et belle propriété qui nécessitait une certaine remise à niveau. Faire de l'huile d'olive comme tout le monde, ça ne nous intéressait pas, sans aucune arrogance vis-à-vis de qui que ce soit. L'idée, c'est de l'anoblir, ça n'est pas un faux produit. Je dirais que dans les productions agricoles, c'est un des seuls produits dans lequel il n'y a absolument aucune substance, ni conservateur, ni colorant. C'est une extraction d'un corps gras, d'un fruit. C'est simplement une opération mécanique. Alors, en fonction des variétés, en fonction de la date de récolte, on peut avoir un goût X ou Y, mais c'est l'incarnation de la noblesse provençale par excellence. La Provence, c'est le mot magique des oléiculteurs, presque un fétiche, la porte ouverte à un imaginaire très vendeur. Direction Salerne, petit village au nord du Var. C'est le siège de Soleou, une PME d'une 50aine de salariés. Elle développe sa propre marque d'huile d'olive et met en bouteille aussi des marques de distributeurs. Ici, la Provence est le principal argument de vente. Dominique Amirault dirige la société. La visite commence par l'atelier. Aujourd'hui, on conditionne les bouteilles pour une chaîne de supermarchés discount. La première opération qui est fondamentale, c'est de retourner la bouteille pour s'assurer qu'il n'y ait pas de verre qui reste dedans. Le patron met en avant l'implantation de son entreprise dans la région. La gamme de référence proposée par Soleou est d'ailleurs typiquement provençale. Ce sont des huiles d'olive avec une aromatisation de l'ail. Vous savez qu'en Provence, l'ail c'est important. Donc là-bas, c'est donc de l'huile aromatisée à base d'ail, fraîche. Pour donner du goût à l'huile au pays de Pagnol, on compte sur l'ail bien sûr, mais également sur les incontournables herbes de Provence. Et alors, vous les ramassez pas loin d'ici? Dans la région, oui. On travaille avec des producteurs, des coopératives ou des gens qui sont spécialisés. De l'ail, des herbes, de l'huile d'olive, une PME implantée en Provence depuis près d'un demi-siècle. Bah écoutez, on va passer dans la salle de réunion. En fait, c'est pas uniquement une salle de réunion, c'est là où on vient travailler, c'est le cœur de la société. Ici, on revendique une identité forte. Et quand les cadres de l'entreprise se retrouvent, l'endroit n'est pas choisi au hasard. C'est un lieu symbolique. Vous voyez la nature, c'est vraiment la Provence du Nord qui est peu connue. On est en collaboration pour protéger nos forêts, les forêts des morts. C'est pour nous très important parce que ça fait du sens par rapport à tout ce qu'on fait ici. Tout ce qu'on fait ici a les apparences du métier de terroir. Pour les clients, Super U, Carrefour ou Auchan, le produit est soigneusement mis en valeur. Les références sentent bon la garrigue. Comme le produit leader de la marque, avec ses oliviers centenaires, ce nom qui fleure bon le midi, Soleou c'est soleil en provençal, une PME qui, nous dit-on, s'engage au cœur de la Provence. Sauf pour l'essentiel. Et les oliviers qu'on voit là, vos huiles d'olive sont faites à partir de ces olives? Ah non, pas forcément. La France n'est pas un pays d'huile d'olive, puisque sur 100 000 tonnes qu'on utilise par an, on en produit 5 000, pour simplifier. Donc 95% viennent d'ailleurs. En fait, pour l'essentiel de sa production, l'entreprise se fournit à l'étranger. Vous n'avez pas peur que les gens pensent qu'elle soit de Provence, en étant une PME au cœur de la Provence, un bel olivier sur la... Il n'y a pas un risque un peu quand même de... On n'est pas en Provence, nous? Moi, je comprends pas cette façon de vouloir restreindre au sol une origine. L'origine, c'est pas que la terre. Il peut y avoir le sang, ça peut être la culture. Et je pense qu'on n'est pas que des bêtes. Et heureusement qu'il y a autre chose que ça. Je veux dire qu'il ne faut pas avoir une vue trop restrictive parce qu'elle devient rétrograde à ce moment-là. Dominique Amirault n'est pas rétrograde. Pour lui, c'est évident, la Provence va d'Athènes à Tunis, en passant par l'Andalousie. Soleou n'est pas seul à jouer la carte Provence. Dans la grande distribution, la plupart des marques vendent des huiles étrangères dans un emballage très français. Et pour les faire acheter, les publicitaires abusent des clichés. Allez mon loup,
Tu m'aides à la finir, ma chansonnette? Ah, l'important c'est la délicatesse des verres. Exemple, toi, Puget douce, ton verre peut-il en livre? Pour les associations de consommateurs, les marques trompent leurs clients. Titi le gosier. C'est pas gagné. Puget, inimitable. C'est jouer sur des images fortes, assez caricaturales. Par exemple là, de la Provence, où on voit très bien, on entend les cigales, les oliviers, et on s'attend presque à avoir les boulistes sous les platanes. On est même carrément presque dans la falsification, puisque en fait, on plante un décor qui n'est pas du tout le décor du lieu de production de l'huile d'olive. En effet, pour les grandes marques, quasiment pas de production en Provence, juste de l'embouteillage et de la logistique. Puget et Le Sieur, les leaders en France, appartiennent au même groupe. Elles mettent leurs produits en bouteille dans cette usine de Vitrolles. C'est leur seule relation avec la Provence. Nous avons cherché à visiter le site et à rencontrer les dirigeants. Toutes nos demandes ont été rejetées. Parce qu'il y a un secret. La véritable zone de production, l'Andalousie. La région assure presque la moitié de la production mondiale d'huile d'olive, près d'1,5 milliard de litres chaque année. Toutes les grandes marques viennent se fournir là, auprès de moulins géants. Et c'est ici qu'on trouve le numéro 1 mondial, Sos Grupo, propriétaire des marques Carapelli, Bertolli, Carbonell, leader en Espagne, et bien d'autres. L'usine s'étend sur 27 hectares. Les petits producteurs français paraissent bien loin. Pedro Bertones est le chef du département technique. Ici, quand on parle chiffres, on entre dans un autre univers. On est ici dans une raffinerie conçue pour produire 650 tonnes d'huile en 24 heures. C'est un résultat que l'on ne peut pas obtenir dans n'importe quelle raffinerie. En à peine 10 jours, l'usine Carbonell produit autant que tous les oléiculteurs français en une année. Ici, on raffine l'huile d'olive. Peu importe ses qualités d'origine, elle est transformée par étapes. Exemple, pour adoucir son parfum, l'huile subit un traitement de choc. Les mauvaises odeurs sont supprimées à très haute température par une méthode industrielle. Cet équipement doit être protégé avec un isolant parce qu'il monte à une température très élevée. C'est pour éviter aussi de la déperdition de chaleur. On atteint les 360-380 degrés. En travaillant sous vide d'air, il n'y a pas de risque que l'huile perde en qualité. Ce que nous faisons, c'est simplement éliminer les composés oxygénés. Les odeurs sont standardisées, les couleurs aussi, par différents procédés techniques. L'huile passe en fait par plusieurs filtres successifs. Ici, les machines permettent presque toutes les transformations. Le résultat, nous avons ici par exemple la gamme classique des couleurs de l'huile. Sur l'étiquette, on voit la date de modification. On cherche en fait à obtenir la couleur d'huile la plus satisfaisante. Cette couleur a pu être obtenue à partir d'une huile à l'origine assez sombre, ou au contraire à partir d'un produit plutôt clair, ou d'un mélange des deux. Le travail de Pedro, c'est finalement que chaque huile de chaque marque ait toujours le même goût, le même aspect. Nous avons notre produit phare, notre huile leader dans sa bouteille standard. À l'intérieur, c'est toujours la même chose. On peut changer le packaging, mais le contenu reste le même. Du petit artisanat provençal, nous sommes passés à la grosse industrie agroalimentaire, où tout est pensé, rationalisé, pour une efficacité maximum au sein d'un groupe qui commercialise plusieurs dizaines de marques. Ici, nous sommes dans une cave où chaque huile est séparée. Chaque huile est sélectionnée pour une machine, une marque, un type d'embouteillage bien précis.
L'huile qui se trouve dans ces cuves est prête à la consommation, à 100%. La visite continue avec le site d'embouteillage. En tout, Sos Grupo vend chaque année 300 millions de bouteilles. La capacité de production des différentes lignes est ici de 25 000 bouteilles par heure. Elles vont partir aux 4 coins du monde. Et en fonction des marchés, on peaufine plus ou moins l'image de qualité. Ici, on peut voir une ligne de bouteilles plastiques et là-bas, une ligne avec des bouteilles en verre. La différence est importante. Traditionnellement, dans les bouteilles en verre, on conditionne de l'huile vierge. Parce que c'est une manière de lui donner de la qualité. Et là, c'est la même huile dans les bouteilles en plastique et en verre? Oui, on peut dire ça, mais commercialement, le verre apporte une valeur ajoutée. Autrement dit, un même produit standard peut être vendu dans un emballage plus ou moins flatteur, à des prix différents. La production d'huile d'olive rapporte chaque année aux industriels espagnols près de 3 milliards d'euros. Pour arriver à ces résultats, la culture est rationalisée à l'extrême. Les arbres sont plantés serrés, bourrés d'engrais, irrigués. Dans certains cas, ils ne forment plus qu'une rangée continue, haute d'à peine 2 mètres, récoltée par une machine à vendanger. On parle de culture super intensive. Ces arbres sont petits et ils ne pousseront pas plus. Ça permet de faire une récolte entièrement à la machine. Du coup, c'est une agriculture mécanisée et elle crée très peu d'emplois. L'olivier, à l'origine, c'est une plante centenaire ou millénaire qui donne du fruit sur le long terme. Alors que là, pas du tout. Ce sont des jeunes plants. Au bout de quelques années, on les arrache et on en replante pour une rentabilité maximum. La nature souffre. Cette monoculture intensive épuise les ressources en eau d'une région déjà aride. L'eau des rivières alimente des plans d'eau artificiels pour l'irrigation. Au bout du compte, c'est tout un écosystème qui est soumis à rude épreuve. Ici, traditionnellement, c'est une zone céréalière. Maintenant, l'olivier est partout. Les conséquences sont très négatives. Sur la faune notamment, il y a tellement d'arbres qu'on ne trouve plus d'espace vital nécessaire aux animaux. Pedro et ses amis ont du mal à se faire entendre. Les intérêts économiques en jeu sont colossaux. Au cours des 20 dernières années, la consommation dans le monde a progressé de 60%. Dans cette course au productivisme, la France ne peut pas suivre. La taille des exploitations et les conditions météo ne sont pas aussi favorables. La seule carte à jouer, la qualité, qui passe par l'obtention d'un label. Christian Puil veut vendre de l'huile appellation d'origine contrôlée. Il se bat pour cela. Mais pour le moment, prudent, il ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Il élève 20 000 poules pondeuses. Un gros travail, qui commence tôt. Mais Christian passe progressivement le relais à son fils. C'est lui qui assure maintenant les tournées de livraison. Christian peut se consacrer à son deuxième métier, oléiculteur. Nous sommes à Trouillas, dans les Pyrénées-Orientales. Jusqu'au début des années 2000, Christian cultivait 12 hectares de vignes, plus vraiment rentable dans cette région. Il a donc décidé de planter à la place des oliviers en misant sur la qualité plutôt que sur la quantité. Il y a eu un peu d'excitation au niveau de l'huile d'olive, donc tout le monde est parti un peu dans tous les sens pour produire de l'huile d'olive. Et au jour d'aujourd'hui, le consommateur va plutôt se baser sur des huiles vraiment typiques de chaque région.
Et dans le cadre AOC, c'est ce qu'on veut mettre en valeur, les huiles de notre région. Christian Pouille a donc créé un syndicat des huiles d'olive du Roussillon. Le dossier de demande d'AOC sera bientôt déposé auprès de l'Institut national des appellations d'origine. Christian doit prouver à l'INAO que la production redémarre bien sur des bases historiques. Je venais voir un peu, voir les plans pour la campagne, pour les plantations de fin de saison. Il a donc fait répertorier des vieux plants d'oliviers, des variétés spécifiques à la région, et il les fait reproduire chez Franck, le pépiniériste. Ça, c'est les plants pour jouer. Voilà, ça c'est l'olivière. C'est 4 ou 5 variétés, c'est-à-dire Glory, Olivière, Bon Poumal, Courbeille. C'est les variétés locales qui ont été... en fait, ils ont recherché les vieilles variétés qui existaient dans le département. Et donc, on est parti sur une base de, je ne sais plus combien, il y en a 6 variétés, je crois. On a 6 variétés secondaires et l'olivière. Voilà. Donc, on a 7 variétés et on a réussi à identifier les arbres mères. Donc, ce qu'on appelle les arbres mères, c'est que par l'INGRA, ces arbres ont été marqués et on prélève les boutures sur ces arbres-là pour faire vraiment une variété remise au goût du jour, mais les anciennes variétés qui étaient d'ici. Ça n'a pas été importé ni d'Espagne ni d'autres départements. C'est vraiment d'ici, du Roussillon. Franck va régulièrement prélever des boutures dans les vieilles oliveraies. Ensuite, il les multiplie à l'identique. En fait, il fabrique des clones. Alors, on garde 4 feuilles. Et voilà, ça c'est le futur petit olivier. C'est-à-dire que ça va être planté hein, comme un tout petit godet en fait. Et on va le faire raciner. Allez. Pour favoriser leur croissance, les plants sont installés sous serre. 2 ans et demi plus tard, l'arbre a bien grandi, il est prêt à être planté. Le godet est joli. Déjà, les racines ressortent de nouveau dessous, donc ça c'est un bon signe. C'est un arbre qui est préformé, c'est-à-dire qu'une fois qu'il va être planté, on va prendre à peu près 80 cm, on va pincer l'extrémité, enlever un peu le bas et laisser former la charpente au-dessus. Donc, et après, l'arbre mène sa vie tranquille. Et dans les 3 ans qui suivent, on commence à récolter quelques olives. Voilà. Donc, c'est pas une grosse production, on ne peut pas appeler ça comme une production. Mais déjà, il commence à y avoir quelques olives. À quelques jours du dépôt du dossier, Christian réunit le bureau du syndicat pour peaufiner les derniers détails de présentation. Ce que tu m'as donné, l'ordonnance, là, il me manque quelques compléments. Donc il faudrait que je sache à peu près combien de moulins il y avait dans les PO. En 1801, de long, on recense une cinquantaine. Cinquantaine de moulins. Et les premiers qui étaient... Le premier moulin qui a été démarré? Attesté. Attesté, oui. Attesté, écrit, oui, bien sûr. Écrit, ou dont on a la certitude en 1329 à Sant Feliu d'Amunt. Sant Feliu. Bon, eh bien c'est parfait. On a un petit morceau qui nous manquait. Christian et ses amis le savent, il faut aller chercher les clients par tous les moyens. En plus de l'AOC, le syndicat prépare une route de l'huile d'olive avec un guide en cours de rédaction. Moi, en fait, l'idée au départ, elle m'est venue d'un guide des châteaux qu'ils ont fait dans le Médoc, dans le Bordelais, qui est quand même, c'est prestigieux. Une certaine référence. En lisant quelques lignes, on avait vraiment envie, même quand on était au centre de Bordeaux, d'aller voir là-bas, pour voir vraiment cet univers qui nous était présenté en quelques lignes. L'INAO ne donnera sa réponse que dans 3 ou 4 ans. L'obtention d'une AOC est un processus administratif long et complexe. C'est le prix à payer pour entrer dans le club très fermé du haut de gamme. Nyons, Nice, Nîmes, la vallée des Baux, en Provence comme en Corse, depuis une quinzaine d'années déjà, 8 appellations d'origine contrôlée protègent les huiles d'olive. Mais sur les marchés au beau jour, attention, certains forains abusent de la confiance des badauds. Les producteurs d'huile d'olive organisent la riposte. Ils veulent faire respecter leurs AOC, concurrencés par les industries espagnoles. Ce matin, sur les marchés d'Aix-en-Provence, Jean-Benoît Hugues va alerter les acheteurs et dénoncer les abus. Cet été, les oléiculteurs vont distribuer 50 000 exemplaires d'un dépliant d'information encore au stade de maquette. Voilà,
C'est pas encore là. Ce que j'adore, c'est l'origine n'a pas de prix. Ah, ça, je trouve que... C'est bien. L'origine n'a pas de prix. Mais en plus, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est pas forcément cher, mais ça n'a pas de prix. L'information juste n'a pas de prix. C'est ça qui me plaît dans le slogan, entre guillemets. Olivier Nalès est le président de la filière huile d'olive en France. Pour lui, il est temps de faire respecter l'identité particulière des huiles de Provence. La notion de goût, ça ne veut pas dire que nos huiles provençales sont nettement meilleures, sont 10 fois meilleures que les autres. Mais elles ont un vrai goût à elles. Et ça, c'est vrai que je me base sur cette identité. L'AOC, pour lequel on s'est battu dans toutes nos régions pour identifier nos huiles, c'est parce qu'on a un vrai goût à nous que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Chacun part de son côté avec quelques exemplaires de la maquette du dépliant pour tester la réaction des clients et aussi des commerçants visés par la démarche. Jean-Benoît a vite fait de repérer un stand typiquement provençal. Bonjour, je me présenter. Des olives, des épices, des tapenades et bien sûr de l'huile d'olive. Avec sur les étiquettes un nom bien de chez nous et une adresse dans le département. Jean-Benoît Hugues, voilà. Je suis Castelmoulin-Castellas. Donc on est en train de mettre au point donc, un dépliant, ça c'est un prototype. Ouais. Et ce qu'on veut, c'est savoir si ça peut vous aider, si ça peut apporter quelque chose, si ça peut faire changer l'étiquetage. Là en l'occurrence, ce qui est marqué, c'est quand même 13 610 puissants réparables. C'est notre société. Ouais. La Goulétoise. Voilà. Mais c'est pas l'huile d'olive, vient pas de là. Ah non, du tout. C'est bien d'où? D'Espagne. Merci, passez une bonne journée. Voilà. C'est pas clairement dit encore. Non, c'est marqué CE. Peut-être pas sur le... Non, pas encore, il y a l'emballeur. Hein. Non, voilà. mais de le sortir. Pourtant, depuis l'été 2009, la loi l'impose, l'étiquette doit clairement mentionner le pays de récolte ou, le cas échéant, la communauté européenne. Et là, pas d'origine mentionnée sur les bidons mis en avant. Enfin, en cherchant bien, le commerçant va trouver une étiquette conforme. Voilà, on a fait modifier, donc... C'est marqué en petit hein, quand même. Ouais, oui, bien sûr. Si on la marque en gros comme ça, de toute façon, c'est invendable. Voilà. Donc vous jouez quand même un petit peu sur l'ambiguïté provençale. L'ambiguïté, ouais, mais bon, on le cache pas non plus. Et c'est évident qu'on va pas faire une pancarte Olivier Espagne. Voilà. Votre marge à vous, elle est plus intéressante sur l'huile espagnole que sur la française? Oui. Ah oui, sans aucun problème. Vous margez à combien sur l'huile espagnole? Mauvaise question. Ouais. Bon, on sait, si vous voulez, par exemple, qu'une huile, en termes de coût de production, une huile française, une huile produite dans le coin, elle est à peu près à 10 € du litre en coût de production, et une huile d'Espagne est à peu près à 1,50 €, 1,60 € en coût de production. Je ne parle pas du marge du vendeur qui a ses marges et ses circuits, mais en coût, hein, donc il y a un facteur 5 à peu près. Autrement dit, à chaque litre d'huile d'olive espagnole vendue ici, le commerçant empoche plus ou moins 8 €, une marge bien plus confortable que sur l'huile française. Jean-Benoît le sait, il faudra user de pas mal de persuasion pour faire changer ce type de pratique. Et côté client aussi, il reste du travail. Notamment auprès des touristes étrangers qui ne voient pas trop la différence. Vous utilisez souvent l'huile d'olive? Oui, bien sûr. Bien sûr. Vous vivez en France ou à l'étranger? En Angleterre, à Londres. Et quelle huile d'olive vous utilisez? Souvent de la française. Ou espagnol. Est-ce que c'est l'origine qui est importante pour vous? Non. Le goût? Si, pour moi, oui. Oui, bien sûr. C'est l'origine qui détermine le goût. Ça ne me dérange pas d'acheter de l'huile ici à partir du moment où j'ai le sentiment que c'est une production locale. Le soleil, le plaisir du moment, difficile de ne pas se laisser prendre au sentiment. Comme l'information ne suffit pas, il faut parfois sévir. Jean-Luc Gomis est inspecteur de la répression des fraudes. Sa mission ? Vérifier la traçabilité des produits et la façon dont ils sont proposés à la vente. Et punir s'il le faut. À 60 km d'Aix, sur le marché de Saint-Martin-de-Crau, l'inspecteur lui aussi a repéré un vendeur probablement hors la loi. L'étiquetage attire son attention. Ici encore, en guise d'indication d'origine, une simple adresse dans la région. Bonjour madame, je suis monsieur Gomis, je me présente. Je suis au service de la Direction Générale Concurrence, Consommation et Répression des Fraudes. Voilà. Donc vous êtes le responsable du stand, hein, je vais prendre votre nom. Pour Jean-Luc Gomis, la fraude est évidente. Alors le souci qui se passe, vous avez, notamment sur l'étiquetage, vous avez des mentions qui sont obligatoires. Hein,
sur l'étiquetage qui est spécifique à l'huile d'olive. Parmi les mentions obligatoires, depuis le 1er juillet 2009, vous avez une obligation d'indiquer l'origine de l'huile. C'est une huile qui vient d'Espagne. Hein? Donc, c'est vrai, il est clair que quand vous vendez une huile d'olive comme ça sur un marché de Provence, vous vendez des produits, on va dire des produits régionaux. Vous êtes sur un marché de Provence, vous vendez une huile d'olive espagnole. Vous ne donnez pas l'information qui est quand même substantielle, parce que vous êtes quand même dans un cadre qui est de nature à induire en erreur le consommateur, sur l'origine précise de l'huile. Le consommateur peut penser que cette huile vient de Provence. C'est une huile locale. Vous comprenez? Vous ne vous posez jamais la question, madame, de savoir d'où elle vient? Non? C'est-à-dire que de fait, peut-être les consommateurs pensent qu'elle vient de... que c'est une huile de Provence. Oui, vous avez raison. Mais en même temps, ce qu'on peut se dire aussi, je peux me dire, moi, en tant que touriste, je me dis, ben, c'est bien, il y a une huile locale qui est pas chère, qui est très intéressante, parce qu'elle est vendue moins cher que sur les autres étals. Vous comprenez? On peut retourner aussi le raisonnement. La vendeuse est clairement hors la loi. Elle va devoir refaire ses étiquettes, envoyer la preuve de la modification, et si ce n'est pas fait dans les prochains jours, la sanction sera lourde. Alors je peux vous verbaliser, il y a deux types. Hein. Soit je vous verbalise parce que vous n'avez pas une mention qui est obligatoire sur l'étiquette. Donc là, c'est passible de 450 € par étiquette. Ouais, autant dire que vous faites bien, la clé sous la porte, non? Soit on peut considérer que c'est une pratique commerciale trompeuse par omission d'une information qui est essentielle dans un contexte qui est de nature à induire en erreur le consommateur sur l'origine réelle du produit. Et là, c'est un délit. Donc là, c'est plus cher. Pratique commerciale trompeuse, un délit passible de 37 500 € d'amende et jusqu'à 2 ans d'emprisonnement. À 50 mètres de là, une oléicultrice propose son huile, affichée comme un vrai produit artisanal, avec une AOC, Vallée des Baux-de-Provence. Bonjour, vous êtes la responsable du stand, madame? Oui. Je suis monsieur Gomis, de la Direction Générale de la Concurrence, Consommation et Répression des Fraudes. Oui. Voilà, c'est pour faire un petit contrôle en fait, de votre étal. L'huile d'olive, c'est quoi? C'est vous qui produisez l'huile d'olive? C'est des oliviers et je mets. Vous avez un verger? Oui. Où ça? À Moulès. À Moulès. Raphaël. D'accord. Et donc là, c'est la production, c'est votre dernière production, ça? L'avant-dernière. L'avant-dernière. Bon, je vais prélever. Je vais l'envoyer au laboratoire qui va l'analyser par des analyses physico-chimiques et organoleptiques. Et on va vérifier si le produit correspond en tout point aux mentions qui sont portées sur l'étiquetage. Si on a bien à faire, si cette huile a un profil d'une huile d'olive AOC Vallée des Baux-de-Provence. Risque du contrôle et de l'analyse inopinée, menace d'une lourde peine, la répression des fraudes maintient la pression. Une façon aussi de protéger les huiles AOC. J'en ai un, moi. Je vous communique les résultats. Hein. Voilà. 2 heures plus tard, Jean-Luc Gomis arrive à Marseille, au laboratoire de la répression des fraudes en charge des analyses. Il confie le prélèvement à Denis Olivier. C'est l'un des meilleurs spécialistes de la structure physique et chimique de l'huile d'olive en France. C'est lui qui doit expertiser cette huile haut de gamme. Donc on va commencer par faire une petite dégustation pour voir si elle a la typicité ou pas de cette AOC. Savoir si on ne retrouve pas des défauts qui la déclasseraient puisqu'elle est marquée vierge extra. Donc elle devrait être sans défaut, avoir du fruité. Et puis après on passera à l'analyse chimique au laboratoire pour confirmer ses caractéristiques. Premier test, olfactif et gustatif, avec un échantillon porté précisément à 28 degrés. Alors déjà, le premier aspect, il n'y a pas de défaut notable qui se dégage au niveau de l'aspect olfactif. On commence à sentir un petit peu de la verdure, de l'artichaut, donc ça correspondrait assez à cette AOC des Baux-de-Provence. Vous mettez beaucoup d'oxygène pour bien sentir l'huile? Alors il faut faire un petit peu comme les dégustateurs de vin, du rétronasal pour bien que ça remonte au niveau du bulbe olfactif, pour bien sentir tous les arômes qui se dégagent. Donc là on sent que c'est un fruité vert avec de l'artichaut, un fruité qui est intéressant, qui est moyen et absolument aucun défaut. Quels auraient pu être les défauts? On aurait pu avoir des défauds de chaumet, de fermentation,
ou de moisies d'olives qui sont tombées par terre, qui ont un petit peu moisi. Et après, on a sur des vieilles huiles du rance, de l'oxydation naturelle de l'huile. Là, ce n'est pas du tout le cas. L'huile d'olive prélevée sur le marché a passé sans problème la première partie de l'examen. Mais le dégustateur ne peut pas tout. Il a besoin des machines, notamment pour déterminer le taux d'acidité de l'huile. En l'occurrence, une huile AOC vierge extra doit être la moins acide possible. C'est le premier critère de qualité. Cette acidité va varier en fonction de l'état de maturité des olives. Si les olives sont trop mûres, si elles sont tombées par terre, il va y avoir une oxydation, donc l'acidité va être plus importante. Donc c'est un des premiers paramètres pour analyser la qualité d'une huile. Et pour que l'huile soit vierge extra, il faut que son acidité soit inférieure à 0,8%. Dès qu'elle est supérieure à 0,8%, elle ne sera que vierge. Un faible taux d'acidité détermine donc les huiles de grande qualité. Très peu acide, l'huile d'olive analysée ce jour-là entre bien dans la catégorie vierge extra. Les tests se poursuivent avant l'ultime analyse. On va comparer cette huile au profil type de la zone de production. Profil représenté ici sous la forme de ces deux morphogrammes. C'est la carte d'identité de l'AOC Vallée des Baux, avec ses caractéristiques physico-chimiques. Alors ce qu'on va faire avec l'échantillon que vous avez amené, on va faire une analyse des esters méthyliques et des triglycérides, et on va le rapporter à cette empreinte digitale. On va regarder si ça se superpose ou si c'est complètement différent. Le résultat tombe, notre huile d'olive vient bien de la vallée des Baux de Provence. Elle vaut ses 14 € le litre. Devant la justice, les arnaques à la fausse appellation coûtent très cher. Elles sont rares. Mais ces contrôles sont un moyen d'assurer la qualité du label AOC et de protéger les petits producteurs. Problème ? Des grandes huiles de terroir, on en trouve aussi à l'étranger. L'Andalousie compte à elle seule 7 AOC, comme ici, à Baena. La référence, c'est le domaine Núñez de Prado. 700 hectares d'arbres, propriété d'une seule et même famille, dans l'huile d'olive depuis la fin du XVIIIe siècle. Felipe Núñez de Prado représente la 7e génération d'oléiculteurs. Un verger entièrement bio, des olives fraîchement pressées dans un vieux moulin traditionnel. Ici, tout est fait pour maintenir un vieux savoir-faire familial, tout en profitant des technologies les plus récentes. La cave principale vient d'être refaite, et pour protéger son hectare, Felipe a choisi ce qui se fait de mieux. Ce sont des cuves en acier inoxydable qui contiennent 60 000 kg chacune. La température est régulée pour une meilleure conservation et on injecte du nitrogène dans les cuves. Comme ça, il n'y a plus d'air au-dessus de l'huile. Elle est conservée à bonne température, à l'abri de la lumière et sans s'oxyder. Il faut se servir des traditions et aussi des technologies modernes. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. La plus récente des techniques et en même temps la plus ancienne. Ici, l'huile d'olive fait vivre une grosse moitié de la population. L'AOC Baena regroupe 7500 producteurs. Les Núñez de Prado se sont fait un nom en produisant notamment une fleur d'huile d'olive. Une fois les olives écrasées, un premier jus obtenu sans même presser la pâte. C'est la fierté de la maison, expédiée un peu partout dans le monde, du Canada au Japon, en passant par le Brésil. 500 000 bouteilles par an, numérotées, étiquetées, une à une à la main. C'est toujours une fierté quand quelqu'un revient de voyage et qu'il nous dit avoir vu une de nos bouteilles à Montréal, à Londres ou ailleurs. C'est une grande satisfaction de pouvoir faire connaître à l'extérieur ce que l'on considère un peu comme le bijou de la famille. La taille importante du domaine, des coûts de main-d'œuvre peu élevés, Felipe peut vendre son produit haut de gamme à moins de 10 € le litre. Impossible en France. La réputation des belles huiles espagnoles, italiennes ou grecques n'est plus à faire. Elles accompagnent souvent la cuisine des grands chefs français. À Paris, Éric Verdier sélectionne les huiles vendues par une grande chaîne de magasins spécialisés.
Ce jour-là, dans le quartier des ministères, il vient présenter une huile d'exception à Alain Passard. C'est le chef de l'Arpège, l'une des meilleures tables de la capitale, 3 étoiles au Michelin. Aussi rare que ta cuisine, aussi prestigieuse que ta cuisine. Donc un petit essai d'olives extrêmement cueillies, extrêmement tôt, qui sont en peau blanche, donc quasiment au début de cycle de maturité aromatique. Et j'ai jeté en même temps dans la meule quelques amandes fraîches. C'est un olivier qui est assez charnu, il a une... Non, justement, il fait de petits rendements. J'ai peu d'olives par arbre, je fais là vraiment 10-12 kilos. Donc avec un arbre, tu fais là 1 litre de cette huile-là. Cette huile-là, elle vient du Portugal, l'AOC Traços Montes. C'est une cuvée spéciale destinée aux clients VIP de la marque. Une huile où l'amande a pu commencer à relarguer un petit peu des composés aromatiques que tu n'avais pas au départ. Mais voilà, je pense que ça va te séduire parce que cette suavité. Quand même ça. Il y a un équilibre qui est dingue, quoi. On a une très jolie balance entre effectivement la douceur. Il y a une toute petite pointe d'acidité, mais qui est d'un raffinement extrême. Ça, c'est ce qui est le plus dur. Né à Guerche de Bretagne, au pays du beurre salé, Alain Passard ne jure plus aujourd'hui que par les arômes des grandes huiles d'olive. Je m'en sers un petit peu comme un condiment, comme une herbe. Et je la pose comme ça, crue, sur... je dirais que c'est la température du produit qui va mettre l'huile d'olive en valeur. Sur un poisson chaud, sur la croustillance d'un légume, par exemple. Et c'est là où elle va prendre toute sa puissance, toute sa force. Et c'est là, surtout, où on voit la qualité du produit. Portugal, Espagne, Italie, la concurrence est rude. Éric Verdier goûte plusieurs centaines d'huiles chaque année. Il en sélectionne une petite trentaine. Alors les producteurs français d'huile s'activent pour rester dans la course. Dans le Marais, en plein Paris, ils organisent pour la première fois un concours de cuisine auprès des élèves des écoles hôtelières. 45 jeunes gens, dont certains sont les grands chefs de demain. Ils planchent pendant 2 heures sur un menu de leur composition, avant présentation devant un jury qui déguste et note. Une seule contrainte, mettre en valeur l'huile d'olive de l'entrée au dessert. Julien arrive du lycée hôtelier de Saint-Quentin en Yvelines. Avant de coiffer sa toque, il a un peu le trac, mais il sait bien ce qu'on attend de lui. Il faut mettre en valeur le produit qui est l'huile d'olive, tout en restant dans des goûts et des textures et des produits que nous on a sélectionnés pour les accorder avec l'huile d'olive. C'est donc une opération de lobbying en quelque sorte. Ouais, voilà, de la publicité, je pense. Julien concourt dans la catégorie individuelle. Pas de travail. D'accord. 2 mètres en inox, plaque à induction, tapac électrique. D'accord, ça marche. Okay. Les huiles d'olive, elles sont en face, c'est ça? Toutes les huiles sont là, si tu as besoin d'autres fioles, d'échantillons fruités, mûrs, ça, j'en ai en stock, tu me demandes. Julien s'attaque à son plat principal, filet de rouget sauté à l'huile d'olive, risotto aux asperges et tian de légumes. La pression monte. Julien doit aujourd'hui mettre en pratique la formation reçue à l'école. Il a plutôt bien retenu ses leçons d'huile d'olive. Bosser à l'huile d'olive, il y a des difficultés particulières, il y a des pièges, il y a des choses à apprendre dessus. Faut pas se tromper dans les arômes. Parce qu'il y en a plus qu'on ne pense. Ouais, il y a 3 familles d'huile d'olive. Il y a fruité vert, fruité mûr, fruité noir. Carré d'agneau, dos de cabillaud, duxelles de pleurote, poire pochée, ganache, chocolat, huile d'olive. La compétition fait rage, sous l'œil attentif d'un jury de grands chefs. Et pour faire la différence, certains osent le choc des saveurs. Il y a l'huile d'olive dans le gâteau de coco en fait. Huile d'olive et noix de coco? Ouais. Ça marche bien? Ouais, franchement, ouais. Même nous, on a été surpris. On a été surpris en essayant des choses, on a été très surpris. Moi, je viens d'Alsace, alors ça va être dur. L'huile d'olive, rien. C'est plutôt le beurre. Pour garder ses qualités nutritives et son goût, l'huile d'olive ne doit jamais dépasser le point de fumée, 170 degrés maximum. Julien a un peu de retard par rapport au délai imparti. Mais ses rougets sont prêts, la présentation est soignée, c'est l'heure de vérité. Voilà, exactement. Bonjour mesdames, bonjour messieurs tout d'abord. Alors aujourd'hui, j'ai voulu donc mettre en valeur l'huile d'olive.
d'accord, parce que c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui, je pense. Donc je vous propose un filet de rouget sauté avec une huile d'olive fruitée mûre. Il surmonte donc un risotto aux asperges à l'huile d'olive fruité vert qui est emprisonné dans une lasagne de courgettes, juste cuit à l'eau, sans huile d'olive, rien du tout. Les plats préparés par Julien sont bien accueillis par le jury. On a vraiment les arômes de l'huile qui ressortent. Les mélanges aubergines, courgettes, tomates, c'est vraiment... ah non, il est très très joli. Dans le même plat, on retrouve les trois fruités, c'est extraordinaire. Il faut dire que le menu de Julien est complètement dans l'esprit de la journée. Entrée, plat, dessert, l'huile d'olive mise à toutes les sauces, le message est passé. L'idée, c'est de faire en sorte que la cuisine à l'huile d'olive devienne un instinct de tous les jours pour ces chefs, pour ces futurs chefs de demain. Parce que là, il y a un certain nombre de chefs qui ont suivi des études et qui savent aujourd'hui réellement mettre en valeur l'huile d'olive. Et notre objectif, c'est que ce nombre de chefs soit de plus en plus important demain. Voilà. On n'a pas réussi à départager 2 personnes. Donc on a 2 gagnants ex aequo et je dirais même 2 gagnantes. Le Égara du lycée hôtelier de Marseille et Mathilde Villiers du lycée de Gascogne à Talence. Félicitations mesdemoiselles. Julien, forcément, est déçu. Satisfaction en revanche pour l'association des professionnels de l'olive. Cette action commerciale, ciblée, devrait porter ses fruits quand dans quelques années, ces chefs seront aux commandes des grandes tables étoilées. Ils seront des ambassadeurs pour l'huile d'olive française qui se cherche une place au soleil.